De nos jours, le sport est certes demeuré une distraction, d'ailleurs mise à la portée d'un grand nombre, mais il est aussi activité de compensation indispensable à l'homme maltraité par les multiples contraintes de la vie moderne. C'est ce qu'écrivait en son temps, en 1965, un certain Maurice Herzog dans la préface de son essai de doctrine du sport. Mais il dit également qu'il est encore spectacle populaire aux dimensions grandioses. Il est surtout, dit-il, un exceptionnel moyen d'éducation, un précieux facteur d'épanouissement de la personnalité et un moyen de la promotion humaine. Alors quelques décennies plus tard, qu'en est-il du rapport qu'entretiennent les Français avec le sport ? Eh bien, contrairement aux idées reçues, le Français est devenu sportif, en tout cas plus sportif. Aujourd'hui, plus de 2 Français sur 3 pratiqueraient une activité sportive et le temps consacré au sport par nos concitoyens a doublé depuis 2012. Sauf qu'à propos des JO, 46% des Français se sentiraient indifférents et 30% se disent sceptiques par rapport à cet événement. Alors, les Jeux Olympiques vont-ils, oui ou non, nous rendre plus sportifs ? Vaste question que nous allons poser, que je vais poser à mes 3 invités dans cette émission Quai de Sens, et j'ai la joie d'accueillir pour commencer Stéphane Flocari. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-Ange. Toujours aussi fou de sport, mais aussi de philosophie. Très heureux de pouvoir parler des deux en même temps. Ah ouais, c'est rare, hein. Franchement, formidable. 52 minutes, ça s'y prête en effet. Docteur que vous êtes et agrégé de philosophie, spécialiste notamment de Nietzsche. En tout cas, on peut mentionner ce dernier ouvrage, Le sport et moi, publié chez Amphora INSEP. Nous sommes également en compagnie d'Élise Lopez. Bonjour Élise. Enchantée Marie. Ravie de vous recevoir dans cette émission, vous qui êtes préparatrice mentale pour athlètes. En 2 mots, en quoi ça consiste ? On prépare les athlètes pour les grandes échéances, gestion de stress, routine de performance, pour qu'ils soient au top le jour J. Les Français, on dit qu'ils sont fragiles du mental. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Vous supervisez, vous coachez, vous accompagnez des athlètes plutôt en athlétisme, c'est ça ? Des athlètes de athlétisme en général ? Ouais, essentiellement en athlétisme. Après, j'ai d'autres sports aussi, donc du sport de combat, beaucoup de sportifs individuels. J'ai quelques sports collectifs, mais surtout en individuel. C'est pas le même concept, hein, j'imagine. Non, la même préparation en tout cas. C'est pas totalement la même préparation, même s'il y a des liens. Après, pour l'athlétisme et pour ceux que j'accompagne, essentiellement, moi, c'est des personnes qui ont de l'hypersensibilité. Donc, le but, c'est de calmer les émotions pour l'approche des grandes compétitions. Donc, c'est surtout ça, le but. Après, en même temps, c'est bien d'avoir des émotions et de pouvoir les vivre. Et on va en parler aujourd'hui, évidemment, dans cette émission. Nous sommes enfin en ligne avec le père Bernard Clasen, qui n'est pas venu avec son vélo, malheureusement, aujourd'hui dans nos studios. Cher père, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on va essayer d'augmenter un petit peu le son de votre téléphone. Vous êtes docteur en philosophie, prêtre du diocèse de Nanterre. Vous avez publié plusieurs ouvrages chez Salvator, Habiter, Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, les plus belles homélies de mariage. Mais là, vous êtes avec nous en tant que sportif, j'ai du mal, en tant que sportif. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit un jour, le sport de haut niveau ? Est-ce que ça vous a taquiné un petit peu les neurones, en tout cas l'esprit et le cœur peut-être, père Bernard Clasen, avant de devenir prêtre ou pas ? Alors, jamais. Jamais. Non, jamais le sport de haut niveau. Jamais. Donc, vous voyez, j'ai déjà... j'entame tout de suite le débat. Hein. Allons-y. Je dis jamais. En revanche, vous êtes quand même un grand sportif. Vous n'êtes pas forcément hyper nombreux à être aussi assidus. Vous faites absolument tout à vélo, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres par jour, père Bernard Clasen. Oui, voilà. Bon, ça, c'est pas vraiment... aujourd'hui, ce qu'on appellerait quelqu'un de sportif. Mais avant, je complétais tout ça. Je faisais de l'aviron, de la natation, de la course à pied. Enfin, j'ai un peu molli quand même. Mais enfin, vous pouvez parler de ce que vous connaissez quand même, puisque vous aimez le sport. Et c'est vrai qu'on a une première question. Alors, j'ai presque envie de poser la question pour commencer à vous, Stéphane Flocari, parce que vous avez quand même vous intéressez au sport depuis tant d'années, à l'INSEP, dans le cadre de vos accompagnements, etc., de vos cours, de vos enseignements et de votre dernier ouvrage. Et c'est vrai que, mis à part le foot, qui crée encore une certaine forme d'émulation, d'excitation, de joie collective du peuple français en général, le sport, ça n'a pas toujours été ça quand même, hein. Non, je me trompe ou c'est quand même pas une histoire d'amour constante ? Disons que là, on est en année olympique en France, donc ça va être une formidable occasion de parler de sport, de parler de tous les sports dans leur diversité et de parler des sports qui sont effectivement dans l'ombre le plus souvent.
J'ai écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi le football ?», C'est vrai. où j'ai posé la question « Pourquoi le football parmi tous les sports est celui qui est grimpé tout en haut de la pyramide et qui est celui qui, comment dire, est le plus recherché, le plus adulé de tous les sports ?» Ouais. J'ai abouti à un mystère, c'est très compliqué, il y a des raisons internes et externes au football, mais ça n'est pas notre objet aujourd'hui. Notre objet aujourd'hui, c'est la question de savoir est-ce que les JO vont nous rendre plus sportifs ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont modifier notre rapport au sport ? Qu'est-ce que c'est que le sport pour les Français ? C'est ça la question. Et moi, j'ai été très frappé par votre introduction. La manière dont vous avez présenté les choses, en nous expliquant un peu, en nous présentant comment les Français, en termes de chiffres, se positionnent par rapport au sport. Et je pense qu'il y a vraiment un rapport comptable et un rapport coupable avec le sport. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est rentré dans la civilisation de la salle. Donc, les gens ne font pas du sport, ils vont à la salle, ils calculent leur performance, le nombre de pas, le nombre de pas sur leur portable. C'est-à-dire, tout est comptabilisé, tout est compté. Et je pense que il faut qu'on fasse une distinction conceptuelle de base, très simple, très élémentaire pour nos auditeurs au début de cette émission. C'est que, voilà, sportif, ça veut dire 3 ou 4 choses. On peut être sportif parce qu'on fait un peu de sport. On fait du sport d'entretien, on fait du sport plaisir. On est sportif. Est-ce que tu es sportif ? Est-ce que ta tante est sportif ? Est-ce que ton frère est sportif ? Oui, il sort, il court 2 ou 3 fois par semaine, ou bien il fait un peu de vélo d'appart, etc. Ok, là il est sportif. Ça s'oppose plutôt au sédentaire, à celui qui fait rien. Bon, donc il est un peu sportif. Et puis il y a le vrai sportif, celui que Élise connaît, celui que moi je connais, ceux que nous on fréquente, c'est les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire pour qui le sport est le centre de leur existence. Ouais. C'est l'axe, le pivot autour duquel toutes leurs préoccupations, tous leurs émois, toutes leurs projections, toute l'énergie qu'ils ont à donner dans l'existence, elle tourne essentiellement autour de ça. Ouais. Ça dure 5 ans, ça dure 10 ans, ça dure 15 ans, ça dure le temps d'une carrière. Une carrière d'une gymnaste et une carrière de quelqu'un qui fait de l'équitation ou du football, c'est pas la même chose. Mais là, on est face à un sportif de haut niveau. Donc, dans ces deux cas, être sportif, c'est pratiquer le sport, soit pour son plaisir, pour son agrément, aujourd'hui un peu pour sa santé, soit pour performer. C'est tout à fait autre chose. Et puis il y a un autre sens du mot sportif, à un moment ou un autre, je pense qu'on pourra en parler ensemble, c'est que le sportif, c'est aussi celui qui obéit à certaines valeurs, qui respecte certaines règles, qui a un sens de la compétition, qui a un sens de la gagne, mais qui a aussi la capacité à accepter de perdre, et qui a le respect de son sport, de son adversaire, et qui voit le type qui est dans l'équipe adverse ou qui est de l'autre côté du filet ou de l'autre côté du terrain comme quelqu'un qui fait la même chose que lui. Ouais. Et je pense que ça, dans une culture comme la nôtre, à la vitesse à laquelle va la médiatisation du sport, avec un sens permanent de la performance, de la comptabilité. Vous voyez, par exemple, au football, on ne compte pas simplement les buts. On compte aujourd'hui les passes décisives. On compte les duels gagnés. On compte les ballons perdus. On compte tout. Ben, à ce moment-là, à cette période-là, je pense qu'il est important d'un peu ralentir, et vous nous en donnez l'occasion aujourd'hui, de réfléchir un peu autrement au sport en faisant un pas de côté. Alors vous avez parlé d'émotion tout à l'heure, Élise Lopez. C'est amusant parce que je ne sais pas si vous saviez que le livre effectivement de Stéphane Flocari ici présent s'appelle Le sport et moi, E-M-O-I bien évidemment pour le jeu de mots pour nos auditeurs. L'émotion est omniprésente dans le sport. Donc Stéphane Flocari, pardon de poser la question qu'on va vous poser 15 000 fois par jour. Non, pas du tout. Je suis ravi que vous me la posiez. Il y a comment dire, un philosophe que j'aime tout particulièrement, c'est Vladimir Jankélévitch. Et que dit Vladimir Jankélévitch ? C'est qu'il est impossible d'être émouvant si on n'est pas soi-même ému. Et moi, j'ai été ému par le football. Et j'ai été ému par le sport tout petit. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert dans le football et dans le sport, et qui était une expérience très forte pour moi, c'est l'expérience de la fragilité. C'est l'expérience de la vulnérabilité. C'est l'expérience de ses limites. C'est l'expérience d'un corps qui ne répond pas forcément à mes attentes. Le terrain est très grand. Je n'arriverai pas à courir jusqu'au bout. Si je frappe, c'est pas sûr que le ballon aille plus vite que la captation possible par le portier par le gardien de but. Donc, le sport a été pour moi une émotion très forte, avec mes frères, avec mon père, et puis ensuite, au-delà de la pratique familiale, la pratique de club, les copains, la compétition, la recherche de quelque chose qui se passe sur un terrain de sport et qui ne se passe que sur un terrain de sport. Et je venais à l'émission ce matin et je pensais à ce qu'on allait se dire, et je pensais à Kant et à cet écrit que Kant a fait dans les années 1784-1785 qui s'appelle Réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» C'est un concours et Kant a gagné
ce concours de philosophie, was ist Aufklärung, qu'est-ce que c'est que les Lumières? Et Kant répond, les Lumières, avec un L majuscule, Ouais. c'est-à-dire le mouvement des Lumières, c'est la sortie de l'état de tutelle. C'est quand en fait, un homme est capable d'être guidé par sa raison, et plus simplement par ses sentiments, et qu'il est capable de pas simplement être soumis à une autorité, d'être dans ce qu'il appelle l'hétéronomie, mais de devenir quelqu'un d'autonome. Bon. Et moi, le sport, ça a été pour ça une expérience de la maîtrise de soi, une expérience de l'autonomie, de la compréhension de ses émois. Et je pense qu'on va en parler avec Élise et avec les autres intervenants. Je pense qu'en fait, dans la vie, nous ressentons tous tout un tas d'émotions. Ouais. Et la grande difficulté, c'est d'arriver à devenir ce que moi j'appelle, je dis ça avec mes élèves et aussi avec les sportifs, devenir maître de son instrument. C'est-à-dire devenir maître des cordes qu'on a en soi et d'être capable de les faire vibrer au bon moment. Il ne faut surtout pas les sous-utiliser. Il faut les utiliser, car nous sommes des êtres émotifs. Nous avons des émotions. Mais pour finir avec Kant, il faut sortir de l'état de dépendance à ses propres affects et à ses propres émois. Combien c'est difficile. Et voilà, c'est très difficile. Et être capable de devenir un peu, je dirais, le créateur de sa propre vie C'est émotionnelle. pas pour, j'allais dire un mot grossier, c'est pas pour mettre le bazar dans ce studio, Oui. mais vous avez entendu parler des entraînements recherchés par nos chers petits champions ou grands champions français aux États-Unis, en Russie, enfin ailleurs qu'en France, parce que en France, visiblement, peut-être que c'est par rapport à cette gestion, cet apprentissage d'une meilleure gestion des émotions que le bas blesse, cher ami. Élise Lopez, ici présente, vous êtes bien française, vous entraînez vos champions en France. Est-ce que je suis c'est un bien peu vrai, française, ce qui mais se dit déjà pour moi, le sport en France, c'est l'enfant pauvre de l'éducation. Ça commence là. C'est déjà, quand on est bon en sport au collège ou au lycée, on est moins mis en avant qu'un élève qui va être bon en mathématiques ou en Alors qu'aux physique-chimie. États-Unis, pas du tout. Par Aux exemple. États-Unis, tout de suite, c'est une porte d'entrée vers des grandes universités quand tu es bon quelque part et dans un sport en particulier. Donc déjà, pour moi, il y a un problème qui date de l'éducation. Moi, j'ai grandi dans une famille où le sport, c'est au centre. Un grand-papa, un papa fan de sport. Donc du coup, j'avais pas le choix que d'avoir de super notes en sport. Il était plus fier que je ramène un 16 en sport qu'un 16 en maths. De toute façon, il savait que j'avais pas le niveau pour ramener 16 en maths. Que le sport, pour lui, c'était c'est bon. T'as qu'à courir, t'as qu'à te concentrer, ça va le faire, tu vas pouvoir avoir une bonne note. Ouais. Sauf que, en fait, ça t'amène rien d'être bon en sport En France. en France. Aujourd'hui, peut-être davantage. Il y a peut-être davantage de détection. Et encore, en France, un enfant, on voit ses capacités physiques à partir de 12-13 ans, sa taille, sa musculature, son squelette, comment il se développe. Normalement, un prof de sport devrait dire, tiens, toi, tu as des aptitudes pour le cyclisme. Toi, tu as des aptitudes pour le saut en longueur. Toi, tu as des aptitudes pour le basketball. Mais non, on va lui dire, tiens, tu as juste envie de faire ça, vas-y. Juste pour le plaisir. Donc, c'est bien le sport bien-être, c'est bien le sport plaisir. Mais le sport performance, c'est autre chose. Moi, j'ai accompagné Mathilde Gros. Et à la base, elle faisait du basketball. Et elle a cassé les vélos lors de l'entraînement. Elle était à Antibes, c'est mon élève, Mathilde Gros. Voilà. Je l'ai eu en classe, Génial. Mathilde. Et je connais cette anecdote où elle a cassé les vélos lors d'une séance d'entraînement quand elle faisait du basket. Elle a une capacité à développer des watts avec ses cuisses ça, qui est exceptionnelle. Si. Si. Et du coup, en détection, on lui a dit, va faire des tests à l'INSEP sur les watt bikes, les vrais watt bikes pour le cyclisme sur piste. Et Mathilde a été championne du monde de cyclisme sur piste. Bien sûr. Et elle est au JO. Et c'était de la détection. C'était de la pure détection. Et pour moi, faudrait avoir des profs de PS déjà qui ont cet œil averti sur le corps des élèves. Et donc le sport, il y a forcément de la souffrance. Il y a forcément les élèves, ils ont des fois pas envie d'y aller. Mais il faut réussir à leur donner envie, en fait, de prendre du plaisir dans le sport. Et puis, en fait, se pousser. Donc déjà, pour moi, la base vient de l'éducation. Et qu'il y a beaucoup de familles où le sport, les parents, mais ils n'en ont rien à faire. Ouais, c'est vrai. On en a tous autour de nous. On en a tous autour de nous. Alors que c'est vrai que moi, j'ai grandi avec les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde. À 12 ans, je voulais être Marie-Josée Pérec. Waouh. C'était le métier que je voulais faire. Vous êtes presque devenue sur l'eau. Non, je l'ai plus. Voilà. Je voulais être Marie-Josée Pérec. Il faut quand même savoir qu'Élise Lopez a traversé l'Atlantique. Toute seule en plus. Non, on était 4. Vous étiez 4. On était 4, mais
J'ai fait du Bon, bateau stop. C'est déjà quand même Voilà, pas j'ai mal. fait du bateau stop, j'étais avec des inconnus à bord. Moi, j'ai Ouais. fait 2 heures de bateau, j'ai tellement vomi toute ma vie que Mais, j'ai plus jamais recommencé. Peu importe. En tout cas, Oui. c'est vrai que c'est intéressant ce point de vue. J'ai l'impression que Stéphane est d'accord. On demanderait au père Bernard Clazard ce qu'il en pense. Ben, Clazard, je pardon. pense vraiment en tant que professeur que ce que j'observe, c'est que dans le système éducatif, effectivement, il y a le sport est sous-représenté. Et j'en parle tout le temps avec mes collègues d'EPS. Tout ce qu'on peut transmettre aux élèves et aux enfants et aux jeunes gens à travers le sport, c'est incroyable. Moi, je vais vous dire, j'ai été un élève, et je le raconte d'ailleurs dans le livre, parce que le livre, une grande partie du livre, c'est un Le sport et entretien moi. avec François Livonnet. Je raconte que j'ai été un élève émerveillé en 6e de découvrir les installations sportives. La salle de hand, la salle de basket, faire de la lutte, faire de l'escalade, partir au ski. On a fait de la varap à Fontainebleau, on a fait de la voile au lac de Créteil. C'était extraordinaire, c'était une fête. Les 4 heures de PS, ça aurait dû être 4 après-midi par semaine que ça ne m'aurait pas satisfait. Et je pense qu'effectivement, on a un retard en France. On a un retard qui est entravé et un immobilisme qui sont dus à la pesanteur des programmes scolaires. Ouais. Et on a des programmes scolaires qui sont extrêmement riches et amples. Ouais. C'est un peu l'honneur de notre tradition académique. Mais aussi, on le paye. On le paye avec des jeunes gens qui ne peuvent pas être valorisés. Tout le monde ne peut pas être le premier en maths. Tout le monde ne peut pas être le premier en philo ou en français. Et on a des jeunes gens qui réussissent très bien. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis professeur à l'INSEP. Quand j'ai un de mes élèves sportifs de haut niveau qui est blessé, quand il est blessé, la pratique sportive ne s'arrête pas pour un SHN. Un sportif de haut niveau, il continue, la muscu, il fait des séances, ouais. il peut pas s'arrêter. Donc de toute façon, mentalement, ils peuvent pas, physiquement non plus, et au niveau de l'équipe, ils peuvent pas. Mais ça modifie l'élève qu'il est, selon qu'il est en réussite dans son sport ou pas. Et je pense que dans les années de collège, par exemple, il devrait y avoir 2 ou 3 après-midi entièrement banalisés pour le sport. Comme chez nos voisins. Comme chez beaucoup de nos voisins européens. totalement. C'est ça qui est absurde. Écoutez, Mozart est là pour nous entraîner à écouter. C'est déjà un bon début. Presto quatuor à cordes en ut majeur, si vous le permettez, mesdames et messieurs. K157, nous nous retrouvons juste après. À tout de suite. Et nous voilà de retour dans cette émission autour des JO qui approchent à grands pas. Vont-ils nous rendre plus sportifs ces Jeux Olympiques 2024 ? Va savoir avec nos 3 invités. Stéphane Flocari, docteur agrégé de philosophie, qui vient de publier Le sport et moi aux éditions Amphora INSEP. Le père Bernard Clazen en ligne avec nous qui est docteur en philosophie et qui est prêtre du diocèse de Nanterre. Et enfin Élise Lopez qui est préparatrice mentale pour athlètes de haut niveau. Père Bernard Clazen, êtes-vous d'accord avec ce qui a été dit sur le rapport des Français au sport, dès l'enfance, à l'école, etc. etc. Alors, moi, d'abord, ce qui m'a surpris et un peu enchanté dans ce que je viens d'entendre, c'est
pendant la période scolaire, moi, lycéenne en l'occurrence, j'ai eu une expérience tout à fait intéressante. Non pas qu'il y ait beaucoup d'heures de sport, comme tout le monde à l'époque, vous savez, c'était il y a 30 ans, 45 ans, il y avait 2 heures, 2 petites heures minables de sport le vendredi matin, puis une autre petite heure saupoudrée et facultative. Ouais. Mais j'ai eu une expérience stupéfiante. C'est qu'en première, j'étais dans une école qui était capable de mettre comme professeur principal le prof de sport. Waouh. Or, J'avoue. cet homme avait une intelligence mais incroyable. Moi, sur le plan intellectuel, il m'a sauvé. C'est curieux de dire Ah ouais. ça. Sur le plan C'est-à-dire? intellectuel, qu'il m'a sauvé. Parce que moi, j'étais un lycéen. J'ai décollé en première terminale. Mhm. J'étais donc un collégien lycéen passable. Vous voyez, ça passait juste d'une année sur l'autre. Et après, j'ai littéralement décollé, arraché, grâce à lui. Ouais. Et c'était un professeur principal et il m'a tout simplement un jour expliqué, j'étais un bon sportif quand même, qu'il fallait aimer ses limites et faire avec. Faire avec ses limites et les aimer. Et en fait, c'est ça qui m'a complètement boosté dans les études. J'étais mauvais en maths, je me suis dit, bon ben voilà, ma limite, c'est ça, mauvais en physique, chimie, rien, mais j'ai d'autres terrains où je vais pouvoir m'épanouir, où je vais pouvoir faire jouer, si j'ose dire, les qualités de mes défauts. Quoi. Et en fait, c'est lui qui m'a appris ça. C'était un homme d'extraordinaire sensibilité, il nous rendait libres. Ouais. Enfin bref, je dois lui rendre hommage. Génial, génial, j'ai envie de dire. C'est parfait. Et donc le sport et le sensible donnent une véritable intelligence. Une intelligence humaine, une intelligence psychologique, une intelligence même des profondeurs, des désirs qui sont que chacun d'entre nous portons, individuellement, collectivement. Le sport en donne l'intelligence. Et ça, c'est quand même... voilà ce que j'ai... ce qui fait écho là, ce que je viens d'entendre. Étonnant, hein, ça vous surprend à peine. J'ai l'impression que Stéphane Flocari ici présent. Merci Père Bernard Clazade pour ce témoignage magnifique. Non, ça me surprend pas du tout. Effectivement, on est au pays de Descartes, on est au pays de Molière. Moi, je le dis tout le temps. C'est-à-dire, on est aussi au pays de Louis XIV. Tout est centralisé et tout tourne autour de la question intellectuelle et de la formation intellectuelle. On a du mal avec la question sportive en France. Mais il est évident qu'il y a différents types d'intelligence. Il y a une intelligence hypothético-déductive. Vous avez des gens qui sont capables de faire des équations, des gens qui sont capables de faire des dissertations de philosophie. Puis vous avez une intelligence sensorimotrice. Vous avez une intelligence sociale. Vous avez une intelligence physique. C'est-à-dire le corps pense. Et Nietzsche là-dessus est quand même très important. Le corps pense, c'est-à-dire quand je me mets à jouer 6 ou 7 heures de piano par jour ou faire 6 ou 7 heures de natation artistique par jour, au bout d'un moment, c'est mon corps qui sait. Et moi, je suis mon corps, je permets à mon corps, j'entraîne. C'est ça aussi, s'entraîner. S'entraîner, il faut l'entendre aussi littéralement, c'est-à-dire s'entraîner au sens de s'emmener dans une certaine direction. Et ainsi, j'apprends et je déploie, je développe, y compris des capacités que je ne peux pas déclencher rationnellement. Ça se fait que par la pratique. Donc, une des choses qui est très importante, et vous nous en donnez une formidable occasion aujourd'hui, Marie-Ange, la France entière vous remercie, n'est-ce pas, pendant cette année olympique. Mais oui, rougissez, Marie-Ange, vous avez raison. C'est que vous participez à une entreprise dans laquelle moi je me suis engagé avec ce bouquin, avec mon ami Benjamin Pichery, que j'ai rencontré dans votre studio. Absolument. Et où l'idée est venue ici, qui a été un formidable professeur de PS, un éditeur, un homme cultivé, comme l'était ce professeur-là, qui a aidé, le père Bernard Clazade, qui a aidé le père et qui lui a permis de se révéler. Bon, eh bien, vous participez, nous participons, nous procédons de ce décloisonnement absolument nécessaire et vital en France entre le monde intellectuel et le monde sportif. Ouais. Il y a une intelligence des sportifs. Un sportif, c'est pas un bourrin qui pousse un ballon, c'est pas un gars qui nage seulement plus vite que les autres ou qui court plus vite que les autres, etc. Pour y arriver, pour être un grand sportif, pour être un boxeur, vous imaginez ce que c'est que la position d'un boxeur ? Non. Un boxeur, mais moi j'ai du mal à l'imaginer. Un boxeur, il s'entraîne avec un entraînement vraiment de gladiateur. C'est un entraînement hyper dur. Et il a quelques minutes pour développer une stratégie pendant les rounds avec quelqu'un qui lui fait face,
qui est à peu près avec les mêmes qualités physiques que lui, à peu près même taille, même poids, même allonge, etc., qui se prend une pluie de coups ou qui doit les éviter, et qui à l'intérieur de ça doit lui-même administrer des coups à son adversaire dans les règles du jeu et réfléchir. Moi j'ai eu Christian Mbili, qui est aujourd'hui champion des Amériques de boxe, qui a fait les Jeux Olympiques de Rio en 2016, Ouais. malheureusement qui a perdu en quart de finale et qui n'a pas pu avoir de médaille. Bon. Et je me rappelle que Christian Mbili, qui est un garçon extraordinaire, une crème, un garçon adorable, sur le plan stratégique, il avait foncé ce jour-là. Il y avait un Ukrainien en face de lui, dans les tours préliminaires. Il l'a littéralement démoli, mais il aurait pu le battre au point beaucoup plus tranquillement et garder un peu de son énergie. Et il s'est retrouvé face à un autre qui est devenu champion olympique en quart de finale, qui lui, il a coincé devant lui, il l'a bloqué, lui a trouvé la bonne stratégie. Donc, un sportif, c'est quelqu'un qui a une culture personnelle, qui a une éducation du quotidien. Et dans le bouquin qu'on a fait là avec Benjamin, je dis un moment, la vie d'un sportif de haut niveau, c'est un Himalaya à monter tous les jours. C'est tous les jours une montagne dont il faut redescendre avec des sas de réoxygénisation avec la vie normale, parce qu'ils s'entraînent 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, certains comme les GR ou la natation artistique, 6 heures de suite. Et chaque séance est maillée, chaque séance est enchaînée avec la séance qu'on a eue avant et avec la séance qu'on a après. Ces gens ont des programmes, ces gens ont une manière d'entrer dans les programmes, de respecter les programmes. Alors, peut-être une des choses que nous pourrions explorer aujourd'hui avec le père et avec Élise aussi, c'est comment on se gère émotionnellement quand on a une vie pareille, justement. Et ça, c'est vraiment très compliqué parce que sans en plus, drogue, je plaisante à peine. oui, mais parce qu'en plus, entre tous les entraînements, il y a les compétitions. Ouais. Et les compétitions, là, vous faites un yo-yo émotionnel aussi, parce que y aller avant, c'est super difficile. Si ça a marché, vous sortez fort, vous sortez sur un plateau haut. Si ça n'a pas marché, si vous êtes blessé, si vous avez cassé, si vous n'avez pas performé, vous sortez vers le bas. C'est intéressant ce que vous dites, Stéphane, parce que ça rejoint d'ailleurs un peu notre sujet. Je fais un petit peu un grand écart, mais c'est quand même intéressant. Ça m'y fait penser à l'instant. On a tous, moi j'étais un petit peu comme vous, élevé dans une ambiance relativement sportive. On est tous un peu de sportifs, hein, du dimanche, mais quand même, on aime bien les sports. Et les JO, etc. Et moi, je me souviens que je voulais être gymnaste quand j'étais petite. J'avais absolument aucune aptitude pour être gymnaste, en tout cas, je ne pense pas. Mais je voulais être, par exemple, on voyait le film de Nadia Comaneci, puis toutes ces gymnastes qui venaient de partout, du monde entier, de Chine, des États-Unis, etc., qui me faisaient complètement rêver. J'avais même des posters de gymnastes dans ma chambre, etc., quand j'étais petite, à ce point-là. Et en fait, on n'imagine pas, quand on est enfant ou même plus tard, que ces filles qui ont l'air très souriantes, qui cartonnent, qui performent le jour J, en fait, traversent des tunnels, des Himalayas, vous l'avez dit, de montagnes russes émotionnelles, de cœur qui bat la chamade, de stress puissance 1000. Mais moi, je ne sais pas comment. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas parce que quand on les regarde à la télé, qui plus est, on se dit, c'est génial, elles se font plaisir, elles réussissent, elles ont l'air bien dans ce qu'elles font, ou ce qu'ils font, pardon. Mais c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est pas totalement la réalité. Il y a beaucoup de parts de plaisir quand même. Donc nous, on parle beaucoup en fait, tu fais de l'athlé. Tu kiffes, tu cours, tu sautes. Vous rapprenez ça. On se reconnecte au plaisir. Ils ont oublié qu'ils faisaient ça à la base parce qu'ils aimaient ça. Donc on se reconnecte à ça. Après, forcément, moi, je les accompagne sur une année entière. Donc sur une année entière, il y a des moments de doute, il y a des moments de « Ah, j'ai une petite gêne ». Il y a des moments où à l'entraînement, j'étais pas à 150%. Donc des fois, ça dure quelques semaines, ces moments un peu avides où tant qu'il n'y a pas de compétition, je ne vois pas le résultat de pourquoi je me fais mal tous les jours. Parce que pour performer, il faut souffrir à l'entraînement. Ouais. Il n'y a pas de performance en faisant juste un petit entraînement comme nous quand on va à la salle ou aller faire notre footing. Ouais, je suis fatiguée, j'arrête. Ils ont mal, ils vont chez le kiné. Ils sont obligés d'aller dans la zone rouge pour pouvoir grappiller des centièmes. Donc en fait, la zone rouge, c'est jamais agréable d'aller dans cette zone. Parce que la première fois de la saison où tu y vas à l'entraînement, tu te dis, j'ai tout perdu. Je serais incapable de faire le chrono que j'ai fait la saison dernière. Et puis au final, d'entraînement en entraînement, et avec l'accompagnement aussi en préparation mentale, ils ont confiance, ils font confiance au process. Il faut faire confiance aussi au coach, au préparateur physique. Donc en fait, ils remettent leur tête et leur corps
dans des mains qui ne sont pas les leurs. Donc il y a tout ce travail-là aussi où en fait, ils apprennent à faire confiance. Mais comme il disait, les sportifs, en fait, ils ont des valeurs de base. Et pour moi, tout le monde ne peut pas être sportif de haut niveau. Ouais, on est d'accord. Moi, j'en ai certains qui sont un peu rebelles, mais la plupart, il faut confiance parce qu'en fait, depuis petit, où ils ont été mis déjà dans cette voie du sport de haut niveau, ils savent que ils n'ont pas la science infuse sur leur corps, sur la préparation physique, sur la nutrition et compagnie. Donc, ils vont voir un spécialiste de chaque domaine. Et donc, ils ont l'habitude de s'en remettre à des professionnels dans chacun des domaines. Oui, est-ce que dans les valeurs que vous avez évoquées, par exemple, le mot valeur en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui peut nous faire rêver à travers les écrans, à travers les spectacles, ceux qui vont avoir la chance, nos concitoyens qui vont avoir la chance d'assister à ces JO. Est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va nous donner d'abord comme émotion et puis comme pour répondre finalement un peu à la question, là, j'en profite. On a tous eu des sensations en regardant n'importe quel événement sportif. C'est quoi vous? Moi, alors, déjà, j'ai eu la Coupe du Monde de rugby avec Dominici qui fait la remontée contre les Blacks. J'avais 8 ans. C'était incroyable. C'était incroyable. Après, moi, j'ai pleuré quand Marie-Jo, elle n'a pas couru à Sydney 2000, qu'elle a dit qu'elle ne courrait pas. Je m'étais levée exprès le matin. Oh non. Et mon père qui me dit, elle ne va pas courir. Et là, je pleurais parce que moi, je voulais la voir. En 96, j'étais trop petite. Forcément. Qu'est-ce qui vous avez rêvé, par exemple, chez elle, cette femme? Moi, je trouvais que c'était incroyable. Et puis déjà, physiquement, je trouvais que c'était incroyable. Ouais. L'énergie, la musculature, le fait d'exploser à la fin, les sourires, les larmes. Moi, à la base, j'étais photographe de sport. Donc, j'ai dit à 14 ans à mon père qu'un jour, je serais photographe de sport. Parce que pour être Marie-Jo, j'étais à la bourre. et du coup, en fait, ma carte d'entrée dans le sport de haut niveau, ça a été par la photo. Pourquoi la photo? Parce que les émotions, pour moi, c'est les plus belles qui existent, c'est dans le sport. Dans le sport, il y a des larmes, il y a de la douleur, il y a des doutes, il y a de la joie, il y a du collectif, il y a du personnel. Quand on va voir un match de foot et que le stade entier, il hurle à la joie, à la peine. Et il n'y a rien au monde qui fait ça au monde. La plupart des gens me disent, pas du tout, le sport, genre un mariage, une naissance, t'as pas tout le monde qui va hurler de joie à ton mariage. Écoutez, ça n'engage que vous, hein. Écoutez, mais c'est pas les mêmes émotions. C'est pas les mêmes émotions, c'est sûr. Moi, j'ai certains sportifs qui m'ont dit, ma plus belle émotion, c'est quand je suis montée en haut sur la plus grande marche du podium, avec ma médaille autour du cou, pourtant ils ont des enfants. Parce qu'en fait, c'est la validation et se dire que tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai fait depuis des années, je suis récompensée. Soulagement. Le soulagement, l'excitation, ils font ça pour vivre ces émotions-là. Et nous, à travers l'écran, je pense qu'on les ressent. On ressent en fait, le supplément d'âme ce jour-là. Ils ont eu un éclair de génie presque. Et en fait, on regarde tous le sport, on le regarde pour vivre des moments comme ça. Et on a la sensation de le partager avec eux. Réaction de Stéphane Flocari et de Bernard Clazan juste après, si vous le permettez. Ces athlètes du Christ, tous pour toi. À tout de suite. Tape-moi dans la main, ensemble on ira plus loin. Sur la ligne de départ, on ne doute plus de rien. Tape-moi dans la main, ensemble on ira plus loin. Sur la ligne de départ, on ne doute plus de rien. Il faut tout donner, c'est à nous de jouer, redoubler d'efforts. C'est ce qui nous rendra plus forts. Rien ne nous arrête, pas même les défaites, ne jamais renoncer. Les derniers seront les premiers. Dans cette course folle, gardons la foi comme boussole. Avec Dieu, pas de perdant, on sera toujours gagnant. Un pour tous, tous pour toi. Nous sommes les athlètes du Christ. Tous ensemble on fait équipe. Ta flamme brûle dans nos
Voilà, de retour dans cette émission Quête de sang spéciale JO. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, évidemment. Tout au long de l'été, j'en profite pour vous dire que nous vous concoctons un joli petit programme spécial, spécial Jeux Olympiques. L'âme des Jeux, pardonnez-moi, le titre m'échappait. Les petits secrets des grands champions, 3 petits points. Et peut-être que d'ailleurs, nos 2 invités du jour y participeront en partie. On verra bien. En tout cas, c'est prévu pendant tout le mois de juillet. Peut-être un peu, ça débordera peut-être un peu au mois d'août, on verra. Mais en tout cas, on est ravis de vous proposer cela cet été. Voilà nos 3 invités, toujours présents, Stéphane Flocari, Père Bernard Clason et Élise Lopez. Effectivement, Stéphane Flocari, 3 petites réactions à ce qu'a évoqué notre amie Élise Lopez. Beaucoup de choses sur on vise le podium, qu'est-ce qu'on cherche quand on se lance dans ce tunnel de compétition et d'entraînement acharné, etc., etc. C'est vrai que ça fait rêver, le résultat fait rêver, mais peut-être pas le chemin pour y arriver. Oui, 3 ou 4 petits points un peu pour préciser des choses. D'abord, les athlètes, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font de l'athlétisme, c'est logique à partir du mot, mais tous les sportifs de haut niveau sont des athlètes. Hein. Un athlète, en grec, atléos, c'est l'homme nu. C'est-à-dire c'est celui qui n'a que ses ressources pour performer, pour faire quelque chose. Donc, tout le monde ne peut pas être un athlète, tout le monde ne peut pas être un sportif de haut niveau. C'est pas pour ça, on l'a dit, et on referme la parenthèse, que dans le système scolaire, on ne devrait pas pousser davantage d'élèves à faire du sport. C'est pas pour avoir plus d'athlètes, c'est peut-être aussi pour avoir une autre vie. Ouais. C'est aussi pour prendre du plaisir. Deuxième mot important qui a été prononcé par Élise, mot hyper important. L'une des choses sur lesquelles, avec Benjamin Pichery, on insiste beaucoup en ce moment dans toutes nos interventions, c'est de dire, mais quelle est la part de plaisir qui peut rester pour un sportif dans sa pratique ? Il ne faut pas le reprocher au sportif, à un moment, d'avoir du mal avec son plaisir, parce que c'est tellement stressant, tellement investissant, tellement prenant ce qu'il fait, et parfois blessant. Hein. On l'a dit, il faut se mettre dans le rouge, il faut aller chercher sa limite, quasiment à chaque entraînement, parfois 2 fois par jour. Donc c'est extrêmement difficile, mais, garder cette capacité de plaisir, c'est aussi rester en contact avec soi. Ouais. Et rester en contact avec soi, c'est rester en contact avec le sens qu'on donne à ses efforts, et donc aussi avec son émotion. Parce que Nietzsche le dit, l'homme est habitué à souffrir. L'homme est un animal qui est habitué à souffrir depuis très longtemps. Le vrai problème dans notre vie, c'est pas qu'on souffre. C'est quand la souffrance qu'on a, les douleurs que nous avons n'ont aucun sens. Si je peux donner un sens à ma souffrance, si je peux l'orienter, si je peux la rendre signifiante, alors effectivement, à des moments, je peux être récompensé, et je peux me récompenser moi-même d'ailleurs, par exemple, de façon inconsciente, en acceptant la victoire. Car il y a des sportifs qui s'entraînent tout le temps et qui cassent au moment des compétitions, qui n'arrivent pas à s'accorder le droit de gagner. Et sans doute sont des sportifs ou des athlètes qui ne sont pas assez en contact avec leurs propres émotions. On a vu par exemple la plus grande gymnaste actuelle du monde, qui est une Américaine, Simone Biles, qui a osé nous dire, et elle a fait du bien au monde entier en le faisant, nous dire qu'elle avait fait une dépression. Ouais. Nous dire qu'elle allait mal. Qu'elle a arrêté. Qu'elle avait arrêté, qu'elle avait besoin d'une longue pause. Elle a arrêté. À un moment, c'est pas juste un robot qui court sur un tapis. À un moment, c'est une jeune femme avec ses émotions, avec ses doutes, avec ses inquiétudes. Et donc, le travail sur les émotions et le travail sur la préparation sont des choses absolument essentielles pour les sportifs. La grande difficulté, évidemment, c'est que quand on cavale, quand on court, quand on fait plein de choses dans la vie, mais c'est vrai aussi dans tous nos métiers, à nous, quand on peut être très pris, c'est de rester en contact avec soi. Et là, effectivement, l'entourage, je pense, est absolument décisif. Une des choses que je voudrais ajouter, c'est que d'une certaine manière, il n'y a pas de sport individuel. Tout sport est collectif. Tout sport suppose un collectif. Élise nous l'a prouvé tout à l'heure en nous disant, nous égrénant un petit peu toutes les accompagnements et un staff autour de gigantesque. Chaque personne, pour moi, du moment qu'on a envie de performer et de débloquer des choses, faut s'entourer. Donc, faut s'entourer sur les process dont on a besoin. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'un préparateur mental. Tout le monde n'a pas besoin d'un nutritionniste. Il y a tellement de choses, à tous passionnants. Père Bernard Clasen, il y a vous êtes le curé de la tablée, si je puis dire, pardonnez-moi, mais il y a un mauvais rapport à la victoire. Mon oreille a un tout petit peu grincé en écoutant tout à l'heure le discours d'Élise Lopez autour de cette fameuse victoire tellement convoitée. Mais elle peut devenir malsaine, cette obsession de la victoire, parce qu'après, souvent, la chute est vertigineuse, même après une victoire, non ? Quand il n'y a plus rien après, comme victoire visée, par exemple. C'est probable, dans la vie d'un champion, parce que sa vie est ordonnée.
à cette compétition et Ouais. donc quand même à la gagne, quoi. Moi, je voudrais Oui. plaider la cause du sportif banal que je suis, c'est-à-dire qui ne cherche pas la performance, si ce n'est comme seule performance de maintenir une vie sportive, c'est-à-dire une vie. Alors là, le mot que vous avez utilisé, tous nos deux invités, là, je jubilais, qui est le mot plaisir. Ouais. Et il y a une athèse du plaisir. C'est-à-dire, si on veut avoir une vie heureuse, il faut qu'elle soit habitée de périodes intenses de désir, et le corps est évidemment celui qui va nous servir ce désir. Et pour qu'il serve ce désir au bonheur, il faut conduire une vie ascétique. Quand vous parliez à des champions que vous êtes en train de manager, d'encadrer ou d'aider, c'est très impressionnant ce que vous dites de la vie ascétique qu'ils mènent. C'est une vie presque de gladiateur, vous disiez. Hein. Ouais. Mais une vie ascétique, dans le vocabulaire, disons, de la tradition chrétienne, c'est juste une vie ordonnée. Ordonnée dans les deux sens du terme, ça veut dire on lui donne un axe, une orientation. Et on l'ordonne, c'est-à-dire qu'on organise ses journées, sa semaine, son mois, son trimestre, son année, ce que n'importe quel sportif de la banalité est bel et bien obligé de faire. Sinon, il n'est plus du tout sportif. Ouais. Alors moi, je ne suis pas un grand ascète, par exemple, comme le sont vos champions. Et ils font en effet là un ascétisme de très haut niveau, je veux dire hors catégorie même. C'est-à-dire que nous qui sommes, disons, des sportifs de la banalité, de l'ordinaire, des petites joies, il nous faut quand même une vie ascétique, c'est-à-dire une vie qui soit réglée sur je sais pas comment dire, ce profit du plaisir quotidien. Donne-nous notre plaisir quotidien. Hein. C'est ce que la prière qu'un sportif peut faire. Ça va nous convertir du Stéphane Floukari, vous allez voir. Vous allez voir, Père Bernard Clazen, vous allez y arriver. Converti au sport, je suis déjà, Marie-Ange. C'est pas Non, mais besoin. à autre chose, cher ami. À la pensée, vous voulez dire, c'est déjà fait aussi. Bref, intéressante réflexion, il me semble, mesdames et messieurs. Stéphane Floukari vous répondre. Moi, je voulais dire aussi une chose sur, pour terminer, ou Ouais. pour aller plus loin, sur l'émotion. Parce qu'Élise, elle a mis le doigt sur quelque chose qui est hyper important pour notre sujet. C'est celui du caractère unique, spécifique, voire supérieur ou transcendant de l'émotion liée au sport par rapport à toutes les autres émotions de la vie. Mais je crois qu'à l'intérieur de son discours, elle dit deux choses qui fait qu'on va être en accord. C'est-à-dire que d'un côté, elle dit que pour elle, à titre personnel, et moi là-dessus je ne suis pas d'accord, que les plus grandes émotions qu'elle a ressenties, elle, mais c'est tout à fait respectable, étaient liées au sport. Pourquoi pas ? C'est son domaine d'accomplissement personnel. Mais ce que j'ai entendu aussi dans son discours, c'est qu'effectivement, le plus haut état émotionnel que je peux ressentir correspond à mes attentes et correspond au domaine où j'estime que moi, je m'accomplis. Je pense que, par exemple, quelqu'un qui est un très très grand musicien, qui fait de la musique tout le temps et qui un jour se retrouve premier violon à la Philharmonie de Paris ou à l'Opéra de Paris, voilà, il ressent la même chose qu'un très très grand sportif qui s'accomplit. Alors ça, c'est du point de vue de nous qui pratiquons. Hein. Mais ce qui est étonnant dans le sport, et ce qui nous intéresse, nous autres aussi philosophiquement, politiquement, moralement, socialement, sociétalement, comme on dit aujourd'hui, c'est que le sport ne procure pas seulement des émotions à ceux qui le pratiquent, il propose et il offre des émotions à ceux qui le contemplent ou ceux qui en sont spectateurs. Et là, je vous rejoindrai sur ce point. Il y a dans les émotions sportives quelque chose qui se passe dans un stade. Il y a et qui tout se passe... le panel des émotions Ouais. humaines, en fait. Tout est décuplé et tout le panel est là. Donc, finale de Coupe du Monde, quand on perd face à l'Argentine, ce match, tous les Français sont passés par toutes les émotions humaines possibles. Oui. Et ça fait des loopings. Et pour moi, il n'y a que le foot le foot et le sport. Hein. Mais le football, c'est vrai qu'il y a encore... parce que ça rassemble encore plus de monde. Ouais. Et ça, Élise, ça vous le si disiez vous au dites le début. foot, là, je vais être d'accord 100% avec vous. Non, mais c'est- Marion, Ça y je ne est, vais pas me contredire. réconciliation. Non, mais il n'y a jamais eu, il y a jamais Mais eu de j'ai distance. tiqué. mais- Mon oreille a un petit peu sifflé exactement sur la même question. Parce que, en même temps, pour vous, peut-être que c'est le cas, ou pour certains champions, certaines championnes, c'est peut-être le cas. Mais moi, il me semble, c'est pour ça que le vertige de l'après rend ce rapport pas malsain. C'est peut-être trop fort. C'est pour ça qu'on l'histoire, prépare mais- le après. Nous, on parle déjà, on est déjà sur les championnats du monde qui auront lieu à Tokyo
l'année suivante, on parle déjà d'autres choses. Parce qu'en fait, les Jeux Olympiques, ça dure que 2 Mais semaines. quand du coup, si C'est jamais que- il y a une cassure ou une blessure, qu'est-ce qu'on dans ces cas-là, vous imaginez Ben, l'état dans lequel on ça On accompagne met en fait, moi, les blessures, j'ai déjà eu des sportifs qui se sont blessés. On accompagne sur, en fait, la vie ne s'arrête pas parce que tu es blessé aujourd'hui à l'instant T. Ta blessure va durer 6 semaines, à des fois 8 mois, 1 an sans pratiquer, mais tu es quelqu'un d'autre aussi. Tu n'es pas que le sportif. Donc on bosse beaucoup aussi sur le je suis. D'accord. Je suis qui? Et en fait, généralement, ils ont plein d'autres passions. La plupart, ils ont fait des études parce qu'en France, ils peuvent pas être que pratiquer leur sport, en fait. La plupart ont fait des études, donc j'en ai certains qui ont même des diplômes qui sont Bac+5 dans divers domaines. Et c'est des têtes. Enfin, moi, je trouve que c'est des personnes qui s'intéressent à un tas de choses, qui ont plein de passions, qui ont vu le monde aussi. Ils ont beaucoup voyagé avec leur sport. Donc, ils ont une ouverture d'esprit sur le monde. Et en fait, leur prendre conscience qu'ils ne sont pas que leur pratique sportive. Ouais. Parce que c'est vite fait avec la fédération ou même à l'INSEP. Toi, tu es sauteur en longueur, toi, tu es sprinter, toi, tu es boxeur. Mais en fait, non, ils ne sont pas que ça. Ouais. C'est plus... Ils sont humains dans leur globalité d'humains. Et donc, ils ont aussi le droit d'avoir leur haut, leur bas et sur plein de domaines différents. Ouais, Stéphane, c'est important effectivement de. C'est très préciser important, mais ça, bien je sûr, trouve, hein. c'est très important tout ça. Et bon, concernant les émotions, qu'est-ce qui nous arrive avec les émotions, avec les émois, c'est qu'en fait, il y a, pour vraiment schématiser, mais il y a 2 types d'émotions. Il y a des émotions qui sont des émotions que je ressens par devers moi, que je ressens pour moi, seul. À la limite, Élise, elle nous disait tout à l'heure, toute seule, elle pleure face à Marie-Jo qui va pas courir, ou bien un J'avais gamin. 10 ans. Voilà, mais c'est normal, mais c'est... Une gymnaste qui se blesse, moi, ça me rendait malade. Je pense que tous ceux qui ont pleuré après la finale de la Coupe du Monde perdue par la France n'avaient pas 10 ans. Il y en a qui devaient être beaucoup plus grands. Et puis, il y a des émotions partagées. Et là, moi, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un caractère, si ce n'est unique, du moins tout à fait spécifique et particulier des émotions sportives. Il se passe dans un stade des trucs, mais vraiment improbables et extraordinaires. Mais je pense que, vous voyez, par exemple, un grand chanteur ou un groupe très populaire et qui a devant lui 15, 20, 30, 50 000 personnes, Madonna l'autre jour, 1,5 million de personnes qui suivent le même show, qui aiment la même musique, etc. Ça Voilà. procure les mêmes partages. Voilà, le même partage d'émotions. Et alors, le problème, c'est que les émotions, aussi des fois, aussi bien pour l'individu que pour la foule, ça déborde. Et oui. Et ce qui est quand même bien, c'est qu'on a réussi quasiment ensemble, pendant 1 heure, à parler positivement du sport. Alors qu'en général, quand vous parlez du sport ou du foot, on vous parle des problèmes, du racisme, de l'homophobie, du sexisme, etc. Et nous, on a réussi pendant 1 heure à parler positivement du Je pense sport. c'est qu'on aime le sport, en fait. Tout Ouais. simplement, je pense c'est que, on aime le sport. Que les gens qui critiquent le sport, c'est qu'il y a de la frustration derrière ça. Il y a aussi De la effectivement, méconnaissance ils et ne de voient que les l'ignorance. dérives. Hein. Parce qu'il y a quand même des déviances comme partout. Rien n'est blanc ni noir, Bien sûr. ni blanc ni noir. Mais effectivement, il y a toutes les zones grises hein, et puis les zones noires aussi du sport. Alors, on Complètement. en a déjà parlé avec Stéphane d'ailleurs dans Bien cette sûr. émission, bien évidemment. L'argent, plein de problèmes. L'argent, la bien sûr, drogue, bien sûr. les excès en tout genre. Mais ça, c'était pas tout à fait l'objet de l'émission, parce que là, c'est au contraire le côté justement positif qui va nous rendre plus sportifs pour le meilleur, pas Bien pour sûr, le pire, pour j'espère. le hein. meilleur. Et dans la sportivité, on a parlé beaucoup ici de préparation athlétique, de compétition, de performance, de plaisir, d'émotion, etc. Il faudrait quand même qu'on garde à l'esprit que l'adjectif sportif en français ou la sportivité, c'est aussi le respect de certaines règles, d'une certaine éthique, d'une certaine manière de vivre et d'être. Ce serait bien ça, si ça nous apprenait ça, nous les petits Français grognons et parfois peu Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de- Tellement. Il y a beaucoup de petits Français qui l'ont appris quand même. Allez. Vous êtes très très gentil aujourd'hui, Stéphane Flocari. Hein. Eh, c'est Très, très jeudi, c'est jeudi, c'est comme ça, Marie-Ange. Jeudi soir, c'est comme ça. Bref, Père Bernard Claesen, vous seriez aussi gentil avec les Français, le sport et les deux ensemble, pour terminer. Oui, bien sûr. En effet, il y a un esprit qui est non pas seulement des valeurs, mais une espèce de comportement que le sport oblige. L'attention à une commande, l'attention à ses limites, l'attention à l'autre, le respect de l'autre. Eh bien, on vous entend malheureusement très 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 mal, cher Père Stéphane Père Bernard Claesen, pardonnez-moi.
Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire tous rendez-vous au JO, rendez-vous évidemment demain dans cette émission Quête de Sens. Mais merci en tout cas pour cette leçon de sportivité les amis. Bravo à vous pour avoir été aussi gentil avec le sport et les JO. Merci Stéphane Floccari, votre livre Le sport et moi je le rappelle aux éditions Amphora INSEP. Père Bernard Clazanne, merci également. Vous qui êtes toujours curé prêtre du diocèse de Nanterre, et Élise Lopez, préparatrice mentale pour athlètes de niveau. Merci infiniment à vous trois les amis.